Je pense qu'on pourrait commencer. Très bien. Il est midi. Donc, Oui. chers amis francophones et francophiles, bonjour encore. Heureux de vous retrouver à nouveau parmi nous pour cette conférence avec l'auteur marocain de renommée internationale Tahar Benjelloun, que je remercie personnellement pour avoir répondu aimablement à notre invitation afin de présenter son dernier roman, Le miel et l'amertume. Monsieur Benjelloun, lauréat du prix Goncourt et membre de l'Académie du même nom, nous avait déjà fait le privilège d'être présent parmi nous au mois d'octobre 2018, alors que le Maroc était l'invité d'honneur du Salon international du livre de Belgrade, et au cours duquel l'écrivain avait donné une conférence sous le thème « Que peut la littérature en ces temps de crise ?» Chers amis, aujourd'hui, c'est encore la littérature qui est à l'honneur, puisque notre invité partagera avec nous sa dernière publication, Le miel et l'amertume, un récit poignant et émouvant qui traite de plusieurs thématiques aussi importantes les unes que les autres, et dont la ville cosmopolite de Tanger en est le théâtre. Sans trop tarder, je cède la parole à Madame Stéphanie Dizin, qui animera cette rencontre avec notre invité de marque, un pur moment de partage et de découverte qui, j'espère, vous fera voyager. Et donc, à vous la parole, Madame Dizin. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur. Alors, bonjour, Tahar Benjelloun. C'est un privilège de pouvoir passer une heure en votre compagnie et cheminer autour de vos œuvres. Donc, je suis allée un petit peu au-delà du miel et l'amertume, si vous m'autorisez. Alors, la journaliste en herbe que je suis, parce que je suis professeure de lettres à l'école française de Belgrade, pour situer un petit peu, a écouté vos interviews, un grand nombre de vos interviews, a lu plusieurs de vos livres et a fait des recherches en fait pour mieux vous connaître. Et ce fut pour moi une très belle aventure et j'aimerais la partager avec vous si vous êtes d'accord. Bien sûr, avec plaisir. Je suis là pour ça. Alors voilà, en quelques mots, je vais essayer de faire un portrait non exhaustif de vous. Je vais sans doute oublier des choses, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible. Donc vous êtes franco-marocain, vous êtes né à Fès en décembre 1947. Vous avez fait votre début de scolarité dans une école biculturelle, comme nos élèves en fait de l'école française de Belgrade. Et j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous pensez de cette biculturalité justement. Écoutez, moi je trouve que à un mal, il y a parfois du bien. Le protectorat français au Maroc, qui n'a pas été une colonisation comme en Algérie, hélas, eh bien, le protectorat nous a ouvert quelques écoles, pas beaucoup. Et à Fès, après l'école coranique, mon père a tenu absolument à ce que je rejoigne l'école franco-marocaine, qui est en Médina. Et il m'avait, pour pouvoir entrer à cette école, il m'avait vieilli de 2 ans. C'est comme ça que j'ai fait toute la scolarité avec mon frère aîné. Et à l'époque, il n'avait pas d'état civil, il avait le mokaddem du quartier, il lui a fait un papier comme quoi j'étais né en 44 au lieu de 47. Mais enfin, ça, c'était anecdotique. Mais le fait d'être dans cette école m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. D'abord, on était richement instruits, c'est-à-dire on avait des cours de français le matin, en plus par un jeune instituteur marocain, et l'après-midi des cours en arabe par un autre instituteur marocain. C'est beaucoup plus tard que j'ai eu des instituteurs français, ce qui fait que mon contact avec la langue française est passé d'abord par des Marocains on s'est passé par la francophonie. Et ensuite, j'ai passé mon certificat d'études primaires à Tanger en 55, parce que mes parents avaient déménagé, avaient émigré. Et là, Tanger, j'ai découvert une ville absolument internationale.
elle avait à l'époque le statut de ville internationale. Il y avait des Anglais, des Américains, des Italiens, des Espagnols, beaucoup d'Espagnols, des Français, etc. Et c'était une ambiance, pour un enfant, c'était extraordinaire. C'était la tour de Babel, il y avait de tout. Et c'était pour moi la découverte aussi de la mer, l'Atlantique et la Méditerranée. Et pour moi, c'était aussi la découverte de plusieurs langues, de plusieurs mondes. C'était une chance aussi de découvrir à l'âge de 9-10 ans une ville extraordinaire. Et je pense que l'envie d'écrire ou de peindre est née à ce moment-là. D'accord, très bien. Alors, vous êtes une figure emblématique de la francophonie que l'on met à l'honneur aujourd'hui avec vous et puis avec l'ambassade du Maroc. Donc, vous êtes un des écrivains francophones les plus traduits au monde, dans une quarantaine de langues, entre autres en serbe, puisqu'on est à Belgrade, pour, si je ne me trompe pas, chez Clio, Le mariage de plaisir. Alors, je l'ai lu, c'est le premier que j'ai lu, et c'est un livre que j'ai vraiment très apprécié. Voilà. Dans vos œuvres et dans vos récits, il y a de l'intérêt et il y a une grande abondance de la culture française, des références à la culture française et internationale. Alors, si vous êtes un petit peu joueur, je vous propose un petit questionnaire pour apprendre à vous connaître un peu plus et à vous faire parler de vous d'une manière un peu insolite. Alors, j'ai pris tout ça dans votre dernier roman, Le miel et l'amertume. Hein, j'ai prélevé des références culturelles. Et voilà, j'aimerais qu'on s'amuse un petit peu ensemble si vous êtes d'accord. Alors, vous êtes plutôt Georges Brassens ou Léo Ferré? Oh, j'aime les deux. Hein. Je trouve que c'est des poètes, avant toute chose, parce que Brassens est un très, très grand poète qui a mis la poésie en chanson. Et pour moi, c'est une des meilleures méthodes pour que la poésie entre dans les foyers et dans la tête des enfants, parce que c'est une poésie très belle. Léo Ferré la chante aussi, mais Léo Ferré est un poète, disons, à un sens plus large. C'est un anarchiste qui a développé ça avec beaucoup de talent et est un très grand musicien aussi. Donc, je trouve qu'ils se complètent tous les deux. C'est donc pour ça qu'on les trouve aussi dans votre œuvre, je suppose. Vous Oh, êtes plutôt Victor Hugo ou Charles Baudelaire? ah, mais on ne peut pas les comparer parce que Baudelaire est un moment fantastique de la littérature française et c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il est mort jeune dans des souffrances atroces, mais il nous a laissé Les Fleurs du Mal, entre autres, qui est le texte le plus extraordinaire de la littérature française du 19e siècle. Et alors que Hugo, c'est un autre monstre de la littérature. Hugo, il a eu le temps de vivre, il a vécu longtemps, il a fait de la politique et s'est exilé. Et c'est pendant son exil qu'il a écrit pendant 12 ans Les Misérables, qui reste un des textes fondamentaux de la littérature universelle. Donc, je les exclus pas, au contraire, je passe de l'un à l'autre. Et aussi la poésie de Victor Hugo a son importance. Elle n'est pas négligeable non plus. Alors, j'avais lu sur un de vos réseaux sociaux, Instagram, que vous disiez justement que Les Fleurs du Mal seraient à lire et à relire. Voilà, j'avais Non plus que j'ai bien. reçu, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coffret magnifique publié ici pour rééditer Les Fleurs du Mal dans un coffret avec tout ce qu'il y a autour. Il y a eu aussi le procès pour du problème de morale à l'époque, en même temps que Flaubert d'ailleurs. Ils ont eu deux procès sur la moralité, si aujourd'hui n'aura pas de sens. Alors, maintenant, je vous propose, vous êtes plutôt Van Gogh ou Matisse? Je réponds la même chose parce que finalement, je ne peux pas choisir puisque d'abord, c'est extraordinaire parce que c'est comme Baudelaire et Hugo. Euh, Matisse a bien vécu, a voyagé, a eu le temps de peindre, de faire des choses extraordinaires. Et Van Gogh, le pauvre, il a vécu très peu et il a laissé des choses sublimes. Et lui aussi, il est mort dans la folie et la souffrance, alors que Matisse était un homme bien installé, bien marié, qui a
qui a eu des intuitions jusqu'au bout et qui a été nourri par la lumière du Maroc, de Tanger en particulier, où il a passé 2 mois, 2 fois. Une fois, il est revenu après. Et c'est pour dire que la lumière de notre pays, le Maroc, est une lumière qui a fourni le plus grand, qui a atteint les plus grands peintres, entre Delacroix et Matisse, Majorelle, bien sûr, et bien d'autres grands peintres, et Claudio Bravo, le Chilien, qui est le plus moderne, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas exclure l'importance du paysage marocain et de sa lumière, qui a aussi permis à des très grands cinéastes comme Bertolucci, Pasolini, Scorsese de faire des chefs-d'œuvre grâce à la lumière et la luminosité du ciel marocain. Alors, je ne vous demandais pas tant de choisir, mais c'était aussi pour vous faire parler parce que j'ai apprécié dans vos œuvres cette richesse de la culture que vous arrivez à partager. Donc, c'était un moyen aussi pour moi. Alors, je vous proposerai encore une dernière question. Le Hollandais volant ou Voyage à Tokyo? Alors, la légende du Hollandais volant est très belle. Elle est sinistre, mais très belle, parce que finalement, Oui. cet homme qui vogue dans les mers et qui ne peut vivre que par l'amour, très peu de temps par an, etc., et qui va être rejoint dans son bateau par une femme fatale, Ava Gardner, qui est magnifique. Bon, c'est évidemment, on est en plein romantisme et délirant, et évidemment, mais voyage à Tokyo, c'est le Maroc pour moi, parce que le couple de ces vieux parents qui vont aller de Kyoto à Tokyo rendre visite à leurs enfants, dont la plupart sont mariés, qui travaillent et tout ça. C'est exactement une histoire qui aurait pu arriver chez nous au Maroc, entre Casablanca et Oujda ou Marrakech, où les parents vont prendre le train ou le bus pour aller rendre visite à leurs enfants, et l'accueil, comment ils vont être accueillis. Et je pense que déjà à l'époque, dans les années 50, Ozu avait fait ce film sur la dégradation des relations entre les parents et les enfants, pas du fait des uns et des autres, mais du fait de ce qu'on appelle la modernisation du pays, et puis le travail qui va bouffer tout ça et qui va empêcher que les relations humaines entre parents et enfants vont être dégradées, parce que les enfants n'ont plus le temps de se consacrer à leurs enfants. Et il y a une scène terrible, c'est lorsque la mère a une alerte cardiaque, Oui. et les enfants se précipitent à Kyoto pensant que leur mère allait mourir, et ne meurt pas. Et pas l'enfant, mais je crois que c'est la belle-fille, dit à son mari, tu vois, on s'est dérangé pour rien. Et ça, c'est une chose qui m'a touché, parce que j'ai déjà entendu ça dans ma propre famille il y a très longtemps. D'accord, je vous remercie. Alors maintenant, c'est une curiosité dont j'ai discuté avec mes élèves et là, j'ai lu, alors on va dire Internet donne des informations fausses ou vraies et puis celle-ci m'a interpellée. J'en ai parlé avec eux et ils seraient ravis de pouvoir avoir votre réponse. Il y aurait un astéroïde qui aurait été nommé Tara Benjeloun. Alors, est-ce que c'est une information ou une intox? Écoutez, moi je l'ai appris comme vous. C'est mes enfants un jour qui m'ont dit ça. Je ne sais même pas qui a fait ça, ni quand, ni rien. Mais c'est vrai, ça existe, mais je suis pour rien et je ne suis même pas au courant. D'accord, ok. Voilà, donc je pourrais leur dire que ça s'est fait à votre insu d'une certaine manière, Mais bien sûr, mais que vous comment, êtes déjà très haut et que vous dominez le monde non, quand mais même. comment voulez-vous que je pense un jour à demander à qui? Je vais demander, donnez-moi. En On revanche, aurait, on en, aurait pu vous le proposer. On aurait pu vous le en revanche, proposer et vous auriez accepté. il y a en Normandie, en France, dans une petite ville, une rue qui porte mon nom et que j'avais inaugurée il y a une quinzaine d'années. Très Donc, bien. mais c'est une toute petite rue, mais ça fait toujours plaisir de son vivant de voir que les gens passent par la rue de votre nom.
C'est très bien. Alors, merci beaucoup de vous être prêté à ce petit jeu. Alors, vous êtes donc écrivain, vous êtes aussi poète, vous êtes peintre. Vous avez reçu le prix Goncourt, comme a dit Monsieur l'ambassadeur, pour votre livre La Nuit sacrée. Alors, on peut aussi vous retrouver dans des organes de presse où vous faites régulièrement des chroniques et vous essayez de parler de votre expérience vécue, des injustices, du monde et des défis des Maghrébins. Alors, comment est-ce que vous arrivez à gérer, comment vous articulez toutes ces activités dans votre quotidien? D'une manière très simple. Je suis quelqu'un d'assez discipliné et qui suit un certain nombre de règles. Bon, le matin, je ne fais pas de grasse matinée. Le matin, je suis très tôt à mon bureau où je consacre à l'écriture. Bon, évidemment, il y a je regarde les mails, je réponds. Ça, c'est un peu le travail administratif. Et, et l'écriture, c'est le matin. Alors, la peinture, c'est plutôt l'après-midi ou le soir, ça dépend. Mais parfois, quand je n'ai pas de livre en chantier, je me mets à peindre. Et ça aussi, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Alors, il faut dire la vérité, c'est que depuis 4 mois, j'ai eu la chance extrême d'avoir une maison atelier dans la ruche des artistes, dans le 15e arrondissement, qui est un lieu magique. D'ailleurs, là, vous voyez, il y a de la verdure derrière moi parce que la maison donne sur un jardin. Et l'histoire de la ruche est très, très intéressante parce que la ruche est une vraie ruche, une rotonde que le sculpteur Eiffel, qui a fait la tour, Eiffel avait construit pour l'exposition universelle de 1900 à Paris. Et après, à la fin de l'exposition, il y a un sculpteur qui s'appelle Boucher qui a racheté cette rotonde, il l'a reconstruite là où je suis maintenant, dans le 15e arrondissement. Et cette ruche, il y a dedans des ateliers. Il y a une vingtaine d'ateliers. Et après, comme c'est dans un jardin, tout autour du jardin, il y a plusieurs ateliers. Et moi, j'ai une maison plutôt qu'un atelier où a vécu longtemps le grand peintre espagnol Eduardo Arroyo. Donc, je suis dans l'atelier où je suis maintenant, et l'atelier qui me sert aussi de bureau d'écriture. Et quand j'ouvre la porte, je tombe sur un jardin magnifique où il y a des sculpteurs, des peintres. Il y a à peu près une cinquantaine d'artistes qui sont dans cette ruche. Et cette ruche a été menacée dans les années 80 par les marchands de biens. Et je me souviens, c'est comme ça que j'ai connu cette ruche. On avait fait une pétition avec des amis qui sont là pour empêcher que ça devienne des immeubles. Et alors à ce moment-là, il y a Monsieur Seydou, qui fait du cinéma, qui a racheté l'affaire et il en a fait une fondation, ce qui fait que maintenant elle est totalement consacrée, on ne peut pas y toucher. Donc c'est un lieu magnifique. Donc je travaille là et là j'ai d'espace pour peindre et surtout pour peindre des grandes toiles parce que là, quand j'habitais dans le 5e, je ne pouvais pas faire des grandes toiles malgré il n'y avait pas assez d'espace. D'accord. Donc, si j'ai bien entendu le mot ruche, donc il y a plein de belles abeilles qui butinent à l'intérieur et qui produisent. Voilà, d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, j'aimerais qu'on parle, avant de parler de votre roman, je voudrais juste qu'on touche un point sur le poète, sur la poésie. J'aimerais bien que vous nous parliez de quelle a été votre première expérience de la poésie. Comment vous êtes tombé dans la poésie? Vous savez, la poésie, c'est comme la sainteté. On ne peut pas se considérer soi-même poète. On écrit et on espère que les personnes qui tombent sur ça considéreront que c'est de la poésie et de la bonne poésie, bien sûr. Ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire, c'était pour dénoncer les injustices, dénoncer les choses qui me rendaient malade. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, 18 ans. Et je pense que à ce moment-là,
ou bien on a ce don de pouvoir utiliser les mots avec une très grande justesse, sinon on ne l'a pas. C'est-à-dire que la poésie, c'est comme les mathématiques. C'est-à-dire, dans une formule mathématique ou de physique, si vous voulez, une virgule ou un point, s'il est déplacé d'un millimètre, tout est faux. Et bien, la poésie, c'est la même chose. La poésie, il faut que vous trouviez le mot juste, même si ce mot juste n'a pas toujours l'habitude d'être à côté d'un autre mot. Et c'est ça la poésie. Par exemple, quand Paul Éluard un jour a dit la terre est bleue comme une orange, évidemment, si on rentre dans la logique, ça ne va pas. La terre n'est pas bleue et les oranges ne sont pas bleues. Et pourtant, c'est un des plus beaux vers de la langue française. La terre est bleue comme une orange. Et d'ailleurs, quand je vais dans les écoles parler de poésie, je commence toujours par ce vers qui enchante les enfants. Après, ils disent plein de choses. Et donc, moi, j'ai commencé la poésie par un sentiment de révolte. Et je me disais que la poésie, je lui donne un rôle. C'est important parce que c'est ce qui reste. Aujourd'hui, on cite Al-Mutanabi, on cite Al-Marfalouti, on cite Mahmoud Dawish, on cite Ahmed Shawqi, les grands poètes que nous avons étudiés en classe. Et aussi, on cite Baudelaire, Rimbaud, parce qu'ils appartiennent à l'universel. Ce n'est pas des poètes français, c'est des poètes du monde entier. Et la même chose pour la poésie arabe, qui a été très importante dans la littérature arabe et mondiale. Et c'est la chose la plus difficile à traduire. Parce que, je vous donne un exemple d'un très grand poète, le plus grand poète grec qui s'appelle Kafafis. Eh bien, Kavafi, moi je ne peux pas lire le grec. J'ai lu des traductions faites par Marguerite Yourcenar. J'ai pas trouvé ça réussi. J'ai lu d'autres traductions faites par d'autres écrivains. J'ai pas trouvé réussi. Un jour, je parlais avec un ami grec et je lui ai dit pourquoi Kavafi, on n'arrive pas à le lire en français. Il me dit parce que c'est un poète tellement compliqué, tellement profond qu'aucune langue ne peut le traduire. Et je pense que c'est un peu ça la question. Moi, j'ai fait l'expérience de traduire des poèmes de Mahmoud Darwish et de Adonis, et c'était pour moi une des expériences les plus difficiles. Difficile parce que ma maîtrise de la langue arabe n'était pas suffisante pour trouver en français les mots, les plus précis et les plus justes. Par exemple, chez Adonis ou chez Mahmoud Darwish, vous avez un mot. Et en français, il faudra le traduire par une phrase. Parce que la langue arabe, elle a le sens de la concision. Un seul mot, il dit beaucoup de choses. Alors qu'en français, un mot, il faut l'expliquer. Il faut qu'il y ait une phrase avec. Et ça, c'est pour ça que la poésie est une pratique difficile et en même temps une chose qui est fondamentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, je dis toujours que c'est la poésie qui va sauver le monde. Et par poésie, j'entends aussi bien la musique, la sculpture, la peinture, l'art, le fait de faire de la beauté, le fait d'aller contre la brutalité du monde que nous connaissons hélas tous les jours, la violence qui gouverne le monde, eh bien à côté il y a la poésie, c'est-à-dire cet espoir qui fait que peut-être nous allons redevenir humains et non pas guerriers. D'accord. Donc on peut presque dire que vous considérez la poésie comme la forme de parole la plus concrète. Concrète et en même temps la plus universelle. Quand par exemple, j'avais écrit un texte sur Jénine, ce village qui a été massacré par les Israéliens, et on a détruit des maisons et on a tué des innocents. Eh bien, j'ai écrit ce texte à partir de ces images que j'ai vues et j'ai tout de suite eu dans ma tête l'image d'une mère qui a perdu son fils, son enfant, et qui va dans les ruines, dans les gravats, chercher une de ses chaussures.
parce que c'était sa folie. Et pour moi, c'est un texte qui, s'il est réussi, devrait être universel. Ça parlera à toutes les mères du monde qui ont perdu un enfant, soit par la guerre, soit par la brutalité des hommes. Et, et la poésie, pour moi, devient à ce moment-là un moyen d'expression fondamental. Je me souviens en 1975, il y a très longtemps, l'armée israélienne avait annexé un village au nord-est du Sinaï qui s'appelle la trouée de Rafah. Aujourd'hui, l'israélien. C'était un village palestinien. Et ils sont rentrés, ils ont démoli tout, ils ont démoli les maisons, ils ont expulsé les gens, ils ont tué, enfin bref, ils ont fait ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire des agressions contre les Palestiniens. Et à l'époque, j'ai réagi. J'ai réagi. À l'époque, je pouvais faire ça. Maintenant, on ne peut plus le faire. J'ai écrit un texte qui s'appelle Les amandiers sont morts de leurs blessures parce que dans ce petit village, il y avait pas mal d'amandiers, il y avait pas mal d'oliviers et les bulldozers israéliens sont passés, ils ont tout écrasé dans leur marche. Et à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir publier ce texte dans le journal Le Monde. C'est magnifique. Et je me souviens de la réaction de l'ambassade d'Israël qui avait envoyé une lettre de protestation disant que ce qui est dramatique et grave avec ce texte, c'est que c'est un texte d'un poète et la poésie touche les gens. Et nous, on regrette que ce poème ait été publié parce qu'évidemment, ça touche l'âme des lecteurs. J'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire parce que d'abord, au monde, je suis blacklisté depuis une dizaine d'années, je n'ai plus le droit de publier, justement à cause, entre autres, de mes prises de position pour la Palestine. Et aujourd'hui, en France, il est très difficile, très, très difficile de venir en aide d'essayer d'expliquer ce qui se passe à Gaza, ce que fait l'État d'Israël. L'État d'Israël est un État puissant, très puissant, et qui fait tout ce qu'il veut et qui n'a aucune impunité. Il reste impuni pour toujours. Donc, nous sommes, surtout en France, on est dans un pays où ils ont réussi, les intellectuels, les médias et tout, à mettre une espèce d'égalité entre antisionistes et antisémites. Si vous critiquez l'État d'Israël, si vous critiquez l'idéologie israélienne, sioniste, vous passez pour un antisémite, c'est-à-dire un raciste. Or, évidemment, ayant écrit le racisme, expliqué à ma fille, je ne peux pas être un raciste, je ne peux pas me permettre de tomber dans ce piège. Mais c'est ainsi, on est dans une pression en France où on se téléphone entre amis qui soutenons la Palestine tout en sachant les erreurs monumentales faites par les Palestiniens, tout en sachant la pourriture du système palestinien, des dirigeants palestiniens, etc. Ça, je sais, les divisions, etc. Mais quand un État puissant tue impunément, même si, bon, il a été provoqué par le Hamas, on est dans une impuissance totale et on ne peut pas s'exprimer, hélas. Donc la poésie est un moyen aussi pour le faire. La poésie, encore faut-il pouvoir la publier. Oui. Alors, en parlant de publication, nos élèves à l'école française suivent les poètes et participent chaque année à un concours de la poésie en interne. Alors, avec tout ce que vous venez de dire, j'ai presque pas besoin de vous poser la question de quels conseils vous leur donneriez pour faire de la poésie. Vous savez, la seule chose, c'est la sincérité. La sincérité, encore faut-il avoir les moyens. Et encore faut-il avoir beaucoup lu. Parce que pour écrire, il faut lire beaucoup. Lire pour se nourrir. Lire pour savoir qu'il y a des audaces qu'on peut faire. Lire parce que ça va nous apprendre des choses. On ne va pas copier, c'est évident. Quand on lit Baudelaire ou Rimbaud,
aux derviches, on ne peut pas les copier, mais on est imbibé de cette poésie, on est plein de cette poésie, et ça nous donne envie, nous aussi, de nous exprimer avec notre propre langage. Donc, il faut de la sincérité, il faut de la volonté, de la modestie. Il ne faut pas se dire je suis poète. Personne ne doit dire ça. Et je me souviens une fois dans un colloque, je ne sais plus lequel, un ami africain m'avait donné sa carte. Il y avait écrit représentant de la société Renault, chef d'une association pour la lutte contre, enfin, la pollution, et puis poète. J'ai dit, les deux premières, je suis sûr que vous êtes, vous travaillez chez Renault et que vous luttez contre la pollution. Mais la poésie, vous ne pouvez pas la mettre dans une carte de visite parce que ce n'est pas sérieux. Parce qu'un vrai poète ne fait pas ça. D'accord. Alors, maintenant, venons-en à votre roman, votre dernier roman. Donc, le titre de ce dernier roman, c'est Le miel et l'amertume. Et il a quelque chose de poétique aussi, qui crée en fait avant sa lecture une certaine ambivalence entre miel et amertume, le doux et ce Ah qui... oui. Voilà, il est Ouais. sorti en début d'année 2021, là aux éditions Gallimard. Alors, je ne voulais pas trop dire de choses, moi, j'avais envie que ce soit vous qui en parliez, donc je dirais que c'est un récit qui raconte à la première personne comment un couple marocain, Malika et Mourad, dans les années 90-2000, a été détruit, détérioré par un drame après le suicide de leur fille Samia de 16 ans, victime d'un viol. Alors, Tara Benjeloun, d'où vient cette inspiration? D'où vient cette idée de roman? D'abord, c'est un fait divers que j'ai connu dans les années 70 à Tanger. Il y avait à Tanger une espèce d'individu pédocriminel. On dit pédophile, mais pédophile, c'est pas juste parce que le pédophile veut dire aimer les enfants. On peut aimer les enfants sans en faire des proies sexuelles. C'est un pédocriminel qui avait créé un petit journal de poésie, soi-disant, et il s'en servait pour attirer vers lui des jeunes filles, très très jeunes, pour publier leurs poèmes et les inviter chez lui et les abuser. C'est un peu ce qui s'est passé. Et il y a eu le cas de cette jeune fille, très très jeune, et je connaissais les parents, et qui effectivement, le traumatisme a été tel qu'ils se sont autodétruits, parce que la culpabilité a été telle que l'acte d'agression criminelle de ce pédocriminel n'a pas fait qu'une seule victime. Il a fait une victime, bien sûr, principale, Samia, mais aussi toute la famille, tout ce qui est autour. Et, et ça, on le sait, on le connaît dans toutes les familles, que ce soit au Maroc, en France, en Belgique, en Australie, n'importe où. C'est quand il y a un viol, quand il y a une destruction de l'innocence du jeune enfant, eh bien, la culpabilité se répand sur tout le monde. C'est-à-dire, finalement, le père et la mère vont se dire, j'ai pas réussi à protéger mon fils ou ma fille, j'ai pas été assez attentif, j'ai pas assez vigilant, etc., etc. Et donc, le couple, je prends le couple vers la fin de sa vie, c'est-à-dire, ils vont vieillir dans la haine l'un de l'autre, alors qu'ils auraient pu vivre une vie normale et heureuse. Mais c'est un livre qui reprend des thèmes de l'homme rompu. C'est pour ça que les deux personnages portent les mêmes prénoms que les personnages de l'homme rompu. Un livre sur la corruption au Maroc. Et on voit comment la corruption va être l'illustration de la destruction de l'âme du père. Le père, qui est un homme intègre, va tomber dans la corruption qui est aussi physique et morale. La corruption tient un rôle très important dans le livre parce que, hélas, elle est un fléau qui gangrène tout le pays et qui nous fait très mal.
il y a une lutte, mais c'est très difficile. C'est très difficile d'empêcher que ces fléaux puissent un jour être dégagés. Mais ça viendra peut-être un jour. Et donc, le livre parle aussi bien de ce danger de la pédocriminalité, parce qu'au Maroc, on a l'habitude de penser que ce sont seuls les étrangers qui viennent au Maroc. Il y a bien sûr les étrangers pédophiles qui viennent au Maroc et qui profitent de notre enfance. Oui, bien sûr. Il y a eu quelques-uns qui ont été arrêtés, jugés, etc., mis en prison. Mais notre société marocaine, elle est normale, c'est-à-dire qu'elle a aussi ses faiblesses, elle a aussi ses failles. Et une société où il y a aussi des violeurs d'enfants, des criminels, bien sûr. La société marocaine, elle est comme toutes les sociétés du monde, elle a ses qualités, elle a aussi ses faiblesses et ses défauts. Et donc, je voulais juste rappeler aux Marocains que la pédocriminalité, elle peut être à l'intérieur de notre propre famille dans laquelle nous vivons. Alors, personnellement, j'ai retrouvé dans la construction de votre roman quelque chose que j'avais lu dans Le Bonheur conjugal. Vous avez utilisé ce dialogue, enfin, cette analyse du couple et du mariage avec le mari, la femme. Mais là, dans Le miel et l'amertume, vous êtes allé plus loin parce que vous avez fait comme un roman choral où il y a plusieurs monologues, mais qui font un tout, qui font la vie de famille. Alors, c'est une construction quand même assez compliquée, assez spéciale. Pourquoi vous avez choisi de construire votre récit comme ça? Ben, c'est arrivé comme ça parce que je voulais que chacun puisse exprimer sa vie. J'ai commencé par le père, après je dis la mère, enfin l'épouse, qu'est-ce qu'elle va dire. Après, il y a bien sûr le journal de Samia, qu'on va trouver bien sûr beaucoup plus tard après sa mort. Puis il y a les deux garçons. Et puis il y a ce personnage merveilleux, le Mauritanien, l'immigré qui n'a pas pu émigrer et qui va entrer dans cette famille et qui va apporter un peu de lumière et de bonheur dans cette famille triste et maussade. Oui, alors enfin, cette écriture, elle donne l'impression au lecteur, hein, moi en tant que lectrice, d'être observateur privilégié, intime, de cette introspection que chacun fait, de cette confession aussi que chacun fait de son mal-être, de je l'aime mais je ne sais pas lui dire non plus. Et puis chaque personnage, le père, la mère, les fils, et puis effectivement ce sauveur cette petite perle qu'on trouve sur la porte, enfin, à l'entrée du cimetière, tout autour de ce drame. Et ça montre quand même, votre roman montre aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, et je veux le mettre en valeur, c'est cet équilibre des couples fragiles après le départ des enfants, le départ volontaire des enfants, Oui, bien sûr. ou involontaire par la mort. Ils ont Voilà. voulu, Donc, ils ont voulu sauver leur peau parce qu'ils ont bien vu qu'il y a une névrose qui tourne autour d'eux, et qui est la maladie de la maladie, jusqu'à ce que finalement tout se détruit et tout tombe par terre. Et restera à ce moment-là Viad, qui va être cet homme qui va apporter du bonheur et qui va ramasser un petit peu les débris et faire de sa propre vie à lui un avenir plus heureux en restant au Maroc. alors, est-ce que votre expérience dans la psychologie, et je pense la psychologie sociale, vous a donné matière pour orienter cette écriture justement sur ces personnages? Parce que vous allez loin dans leur psychologie personnelle, que ce soit homme, femme, enfant, personne âgée, vous allez très très loin. Ben, oui, enfin oui, c'est peut-être inconscient parce que j'ai effectivement fait des études de psychologie, j'ai travaillé dans des hôpitaux psychiatriques, j'ai lu énormément de textes de Freud, de Lacan, et toute la psychanalyse, j'ai beaucoup lu. Au départ, je me destinais à faire de la psychothérapie, quoi. C'était ça que je voulais faire. Et bon, bah,
après, je suis passé à la littérature. Mais ça, évidemment, ça a laissé des traces dans ma façon de percevoir le monde et les gens. Oui, puis vous allez là quand même, comme c'est sous le format un peu du journal intime de chacun, vous allez vraiment dans chacun. On- C'est une façon de faire une sorte de voyage à l'intérieur de l'âme des personnages, ouais, tout à fait. qui puissent comment dire, exister avec toute leur complexité. Personne Mhm. n'est simple. Celui qui vous dit je suis un homme modeste et simple, il ment. Nous sommes tous complexes. C'est compliqué et nos relations humaines ne sont pas toujours aussi simples et directes. Ils me paraissent. Oui. Ben, c'est normal parce que nous sommes faits bien sûr de choses merveilleuses, mais aussi nous sommes faits de traumatismes et de problèmes. Les problèmes font partie de notre vie et on ne peut pas les nier, c'est une façon d'aggraver la névrose. Puis de se nier un peu soi-même d'ailleurs. Alors l'histoire de ce couple, de leurs enfants, donc de Samia qui est la première victime, vous permet d'aborder des grandes causes, je pense, qui vous sont chères, comme les traditions du mariage, la corruption, comme vous avez dit tout à l'heure, le racisme aussi, justement, avec ce jeune Mauritanien, le mauvais œil que l'on entend souvent dans la culture marocaine et que vous avez utilisé dans pas mal de vos livres quand vous mettez un C'est la compteur, justement. Méditerranée, ça, c'est la Méditerranée. Et puis les travers humains, dont la pédocriminalité. Alors, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'associations de victimes d'agressions sexuelles sur mineurs qui cherchent à mettre en valeur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire le terrain lexical. Ne pas utiliser le mot pédophilie, mais le mot pédocriminalité. Voilà. Oui. Et moi, je me posais un peu la question de savoir comment vous pouvez le définir, comment vous pourriez le définir justement à des jeunes gens, ce terme de pédocriminalité? Ben, vous savez, moi je l'ai fait avec mes propres enfants quand ils étaient très jeunes, petits. Avec leur maman, on avait décidé de leur parler des choses qui peuvent arriver. On leur a parlé, on leur a dit ce que c'est que l'inceste, ce que c'est que la pédophilie dans le sens criminel, ce que c'est que l'homosexualité, et très simple, on les a mis en garde. Attention, si jamais quelqu'un vous touche, il faut absolument pas avoir honte, il faut venir nous en parler. Et on les a un petit peu préparés. Heureusement, il n'y a jamais eu de problème, mais j'ai préféré leur expliquer ce que c'est. Alors, évidemment, quand je dis pédophilie, ça veut dire pédo, c'est enfant, et philie, c'est l'amour de l'enfant. Bon, j'ai dit, moi je suis pédophile dans la mesure où j'aime mes enfants, mais les pédophiles, quand ils abusent de ces enfants, ils deviennent pédocriminels. Mais de toute façon, je n'utiliserai plus du tout le mot pédophile parce que il est ambigu. Parce que aujourd'hui, on dit, bon, dans l'Église catholique, il y a des pédophilies. Bon, ben, c'est pas que ça. Il y a autre chose. Et il y a des agressions. Ces agressions sont criminelles. Donc, il faut aujourd'hui que les parents parlent à leurs enfants. Il n'y a pas de honte à les prévenir des dangers qui les menacent dans la vie. On leur dit bien, attention, vous traversez dans le feu, quand le feu est rouge pour les voitures et le feu est vert pour vous. Faire attention de ne pas cracher par terre, il ne faut pas insulter les personnes âgées. Enfin, on leur donne un certain nombre d'actions correctes qu'il faut observer. Eh ben, parmi les choses, si quelqu'un te propose un bonbon pour après te mettre la main sur tes genoux ou sur ton corps, sache que c'est quelqu'un qui a de mauvaises intentions et tu prends la fuite et tu hurles et tu cries et tu les dénonces. Ben, c'est comme ça que les parents doivent faire. Et on se rend compte déjà d'ailleurs, souvent, comme dans le roman, la fille est allée voir cet homme innocemment, naïvement, parce que personne n'a mis en garde. Tu ne peux pas imaginer qu'un vieux type puisse
profiter de sa naïveté. Donc, il faut toujours prévenir, faire de la pédagogie, parler et ne pas avoir de barrières, de honte à parler de choses qui tiennent à la sexualité. Ce sont des choses qui arrivent. On sait très bien que l'inceste, ça se passe en famille, entre la famille. Et vous dites, attention, si un jour ton oncle ou ton cousin ou même ton père vient te toucher, attention, c'est criminel, c'est interdit. Oui, c'est très, très important, effectivement, de pouvoir s'exprimer auprès des enfants. Alors, j'ai envie de dire aussi que est-ce que pour vous, parce que j'ai vu qu'en France, François Ozon avait fait un film sur un sujet très très proche, grâce à Dieu, et il avait constaté, et il avait dit ça lors d'une interview, qu'il avait constaté que le cinéma faisait peur et avait de l'impact sur les sujets dramatiques comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que la littérature peut avoir aussi un impact, qu'elle peut être, comme votre livre, porte-parole de ces victimes? Tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais au Maroc il y a 2 mois pour présenter le livre, et j'ai été dans des écoles, dans des lycées et dans des librairies, et j'ai parlé, il y avait des parents, bien sûr, il y avait aussi des jeunes, et j'ai parlé en toute liberté de tout ça, et je trouve que la littérature a son rôle à jouer. L'écrivain, on dit, c'est le témoin de l'époque. Bien sûr, notre époque, elle est faite de violences, de plusieurs catégories de violences. Celle-ci est une des violences pas très répandue, mais qui existe et qu'on ne cherche pas tellement à voir. On ferme les yeux, on dit, bon, ben, c'est marginal. Ce n'est pas marginal, c'est très fréquent. Donc, Ah oui, c'est très fréquent parce que j'ai regardé une enquête Ipsos de 2019. Il y a quand même 165 000 enfants par an qui sont victimes de viols et de violences sexuelles nommés. Donc, je ne sais pas combien il y en oui, a au Maroc, mais oui. voilà, c'est quand même un constat effrayant. Je suppose qu'il n'y a peut-être pas comme en France, au Maroc, il ne doit pas y avoir tous les chiffres qui sont annoncés, mais voilà. Heureusement, au Maroc, il y a quand même une association très active, Touche pas à mon enfant, qui est créée par des femmes et qui est très vigilante. Et surtout quand on attrape un pédocriminel, il faut qu'il soit jugé, etc. Bon, il arrive parfois que la justice se trompe ou soit clémente, ça arrive, mais bon, ben ça c'est autre chose. Est-ce que vous avez peut-être l'idée de faire un livre comme vous avez fait pour le terrorisme pour les enfants, comme le racisme expliqué à ma fille? Est-ce que vous avez peut-être le projet ou l'idée de faire quelque chose comme ça sur la pédocriminalité? Non, non, parce que j'ai fait, entre autres, j'ai fait la philo expliquée aux enfants, qui Oui. s'adresse à des enfants de 12 ans, 12-13 ans, où il y a une page très claire sur la Oui. pédocriminalité, une page sur l'homosexualité, une page sur l'inceste. Et c'est un livre qui fonctionne très, très bien dans les écoles. J'espère que, en tout cas au Maroc, il est étudié dans plusieurs collèges à partir de la sixième. Et j'espère qu'en en France, il sera introduit dans les écoles parce que c'est un livre où j'essaie, parce que je suis de formation philosophique et j'étudie tout le temps la philosophie. Et j'ai trouvé on n'a pas besoin d'attendre la terminale pour enseigner la philosophie aux élèves. On peut commencer de la sixième, évidemment, graduellement. Bien avant. Et je pense que s'il est traduit en serbe, c'est un livre qui pourrait être très utile pour les écoles. Et là, j'aborde une centaine de concepts. Il y a tout dedans. Il y a la sagesse, le bon sens, la vérité, l'amour, l'ennui, la morale, l'hypocrisie, tout. Enfin, il y a une centaine de concepts quotidiens qu'on utilise. Par exemple, des enfants qui jouent dans la cour de récréation, ils ont 10-12 ans. Il y a quelqu'un il lui voit l'intrus, il dit, ah, t'as pas le droit. Ah, et c'est quoi le droit? Alors j'explique, ah, c'est pas juste. Et c'est quoi la justice? Alors j'explique ce que la justice. Parce que ce sont des termes que les enfants déjà de 10-12 ans utilisent. T'as pas le droit de me piquer ma sacoche ou t'as pas, ce n'est pas juste de me donner une mauvaise note alors que j'ai bien travaillé. Bon,
c'est quoi travailler, etc. Donc, c'est un livre qui n'est pas fait par ordre alphabétique, c'est fait par ordre du conte. Je raconte des histoires et pendant que je raconte, il y a dedans des concepts que je mets en gras et je les explique après. Oui, c'est très, très bien amené. C'est à la fois, je dirais, presque distractif par curiosité pour eux. Ben oui, parce que c'est la pédagogie, c'est mon cheval de bataille. Je dis on ne peut pas lutter contre le racisme, par exemple, uniquement par des lois de justice. Il faut lutter aussi par le savoir, par la connaissance et par la pédagogie quotidienne. Je vous remercie pour cette explication. Alors, Tara Benjeloun, si vous êtes d'accord, on va terminer avec la peinture. Alors, j'ai vu que vous avez écrit, plutôt que vous avez dit, j'écris la douleur et je peins la lumière qui nous manque. Alors, vous avez déjà parlé de la lumière tout à l'heure, mais quelle est donc cette lumière? Ah, de toute façon, c'est la lumière du Maroc. Mais je me doute. De façon plus large. De façon plus large. Nous sommes des humains faits de chair et d'os et aussi de valeurs. Et on se rend compte que dans l'époque actuelle, ça a toujours été, de toute façon, je dis l'époque dans laquelle nous vivons, mais j'imagine qu'il y a 70 ans, c'était une époque atroce parce que c'était l'époque de l'extermination des Juifs. C'était une époque 1000 fois plus brutale et violente que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quand même, nous vivons aujourd'hui une époque où nous manquons de lumière, c'est-à-dire de valeurs, de respect de ces valeurs et de compréhension et d'amour. Écoutez, au moment où vous parlez de ça, nous ici, la lumière arrive. Alors écoutez, on va dire que c'est plutôt bon signe. Donc, nous manquons de voilà. Et en fait, ma peinture, elle voudrait être apaisante. Et l'un des compliments que j'ai eu, le plus beau que j'ai eu, c'était lorsque j'ai fait une exposition, une grande exposition à l'Institut du monde arabe il y a 3-4 ans. Et j'avais invité mon ami Jean-Claude Carrière qui vient de nous quitter, malheureusement. Et il est arrivé, et il avait une canne parce qu'il avait du mal à marcher à l'époque. Il regarde toutes ces toiles, et puis il se tait, il me dit « Ah, je me sens bien ». Et il lui dit « Mon cher ami, c'est le meilleur compliment que tu aies pu me faire, se sentir bien grâce à mes peintures ». Et ça, c'est un bon compliment. Écoutez, Tara Benjeloun, je vais vous en faire un autre maintenant. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie et un agréable partage de votre richesse et de votre culture générale. Je trouve que vos messages sont forts, mais qu'il y en a beaucoup qui sont apaisants, comme vous avez dit, et qui donnent de l'espoir avec vos peintures. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole à Monsieur l'ambassadeur pour terminer. Merci à vous et votre excellente connaissance de ce que je fais. Merci. Un grand merci à C. Tahar Benjeloun pour sa générosité et pour l'intérêt qu'il porte à nos activités culturelles, répondant ainsi favorablement à chaque fois que nous le sollicitons. Mille merci à Stéphanie Dizin pour ce bel échange et pour son engagement constant en faveur du rayonnement de la langue de Molière. Je remercie également nos chers amis francophones et francophiles d'avoir été aussi nombreux à suivre ce moment exceptionnel et passionnant de littérature marocaine francophone. À très bientôt, je l'espère. Merci. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui ont suivi cet échange très simple et très direct. Et j'espère vivement que la prochaine fois, ce sera de vive voix, en présence, comme on dit, présentiel. On apprend des mots présentiels. Et je vous souhaite le meilleur et la bonne santé surtout. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, si j'ai juste quelques instants, puisque je vois qu'il reste assez de minutes, j'aimerais juste partager un de vos poèmes, Tara Benjeloun, pour clore ce qui éclate au grand jour dans la peinture, c'est la liberté. Peindre le monde, deviner l'âme tourmentée de l'homme, la couvrir de formes et de couleurs sans suivre un cheval fou, sans répondre aux injonctions morales,
C'est cela l'éclat de la liberté. L'artiste n'a de compte à rendre qu'à sa propre nuit. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Au revoir et à bientôt.